Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne, Gaspard Koenig, fondateur du think tank Génération Libre et qui publie Voyage d'un philosophe au pays des libertés aux éditions de l'Observatoire, et Sylvain Aurébi, président d'Orientis, les Tekousmi, les infusions bio-love organiques. Danone, oui, a levé 300 millions d'euros de social bonds, c'est-à-dire des obligations à objets sociétaux. C'est la première fois que Danone en émettait. Ils voulaient 300 millions d'euros qu'ils ont levé à maturité 7 ans, à un peu plus de 1%, et la demande a atteint 700 millions d'euros. Et on nous dit que ça va aller dans la recherche sur la nutrition, l'aide au développement d'une agriculture responsable, l'émancipation des populations. Et effectivement, c'est un acte de marché qui résonne parfaitement avec tout ce débat que nous avons eu et qui est en train d'être apaisé et tranché de manière prochainement législative sur le fameux objet social de l'entreprise. Comment vous accueillez, Sylvain Aurébi, la lecture de Gaspard Koenig, finalement, sur un outil qui va servir quelques grandes boîtes qui en ont intérêt, et notamment leurs managers, pour faire pression et dire non à leurs actionnaires, et d'une manière générale, avoir un outil de pression sur l'ensemble de l'opinion? Alors je vais tempérer les propos de Gaspard Koenig parce que d'abord on reste dans le libéralisme parce que cette mesure n'est pas obligatoire. Elle s'appliquera que si l'entreprise veut l'appliquer. Voilà, si l'entreprise veut l'appliquer, il faudra qu'elle change ses statuts. Et à ma connaissance, pour changer les statuts, il faut faire une assemblée générale extraordinaire qui requiert un vote important des actionnaires. Donc ce sera in fine décidé par les actionnaires. Si c'est le cas, c'est tout à fait. Mais j'imagine, hein, je n'ai pas les détails de la loi. Donc ce sera voté par les actionnaires. Ça semble optionnel pour l'instant. Ce sont donc les actionnaires qui vont décider de ça. Après que les managers s'en servent, c'est une autre chose. Mais les actionnaires en vont décider. Moi je pense que... Alors j'étais assez opposé à cette histoire de... Alors évidemment l'objet social modifié, manu militari et obligatoire pour tout le monde, il n'en était pas question. Et j'étais même un peu... dubitatif sur cette mesure, et finalement je me rends compte, moi, qu'en tant que chef d'entreprise, de petite entreprise, vous avez 700 ou 800 salariés quand même. Mais bon, ça reste une petite boîte. Finalement, la RSE est devenue quelque chose d'extrêmement important, mais d'extrêmement important que le consommateur réclame. Oui. Le consommateur, et le consommateur millénial, le consommateur des 20-35 ans, c'est-à-dire le consommateur important aujourd'hui pour la plupart des boîtes, ce consommateur-là veut des boîtes propres, il veut des boîtes qui respectent les règles, il veut des boîtes éthiques, il veut il n'est pas minoritaire, ce consommateur. Non, il n'est pas minoritaire. Il le sera de moins en moins. Et les jeunes aujourd'hui, moi je suis entouré de jeunes de grandes écoles ou d'autres écoles, ils attachent énormément d'importance à cet esprit de l'entreprise, et c'est beaucoup plus que le profit. Donc je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. Si on le gère intelligemment, et nous on y travaille beaucoup à la RSE, si on le gère intelligemment, on va pouvoir faire quelque chose. Je mets ça en rapport avec l'écologie il y a quelques années. C'était un truc débiles mentaux, l'écologie, il y a 20 ans. Hein. Aujourd'hui, la responsabilité environnementale, elle est importante, et chaque entreprise la respecte. Alors qu'il y a quelques années, c'était encore du Monsanto partout et des détergents et des machins. Ouais. Aujourd'hui, les gens respectent l'écologie, et je pense que cette responsabilité environnementale et sociale, elle va être de plus en plus respectée par les petites, les moyennes et les grandes entreprises, et que c'est un début qu'on fait aujourd'hui avec la loi Pacte. Et il faut voir comment on va l'encadrer et puis éviter les effets pervers. Mais enfin, c'est la même chose pour tout ce genre de décisions. Beaucoup sont comme vous à penser qu'effectivement la pression du monde extérieur est telle que celle qui ne se livrera pas à des progrès dans ces domaines-là finira par le payer. Oui. Après, le consommateur qui va arbitrer sur le socialement responsable, l'environnemental, il y est aujourd'hui. Est-ce qu'il est majoritaire ou est-ce que c'est le gars de la grande école qui vit en plein centre de la grande ville et qui lui effectivement arbitre parce que non, je vais pas aller chez Amazon parce que je considère qu'ils font du mal au petit commerce, ou alors qu'ils font chez Amazon tout en disant à ses copains qu'ils font du mal au petit commerce, mais qui y va quand même. Enfin bon, ces gens qui se sont précipités sur les pots de Nutella. Oui, quand il y a eu une promotion, à mon avis, ils n'étaient pas franchement sensibles aux critères RSE. Ils étaient sensibles au prix. Parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de manger et de se nourrir dans ce pays. Et donc, voilà. Bon. Alors ensuite, que la RSE corresponde à un appel de marché et que du coup, ça se fasse de manière endogène et naturelle pour les entreprises, très bien. Mais c'est bien pour ça qu'on n'a pas besoin de changer le code civil. Allez-y, Éric Chanet, là-dessus. Après, on parle de Facebook. Je veux dire, en passant, je pense que Monsanto fait plus pour augmenter l'espérance de vie de l'humanité que tous les anti-OGM rassemblés en Europe. Vous allez vous faire démolir avec ce type qui font partie de cette nouvelle idéologie, enfin qui n'est pas nouvelle, on la voit ressurgir régulièrement, anti-scientifique. Pas anti-scientiste, anti-scientifique. Mais alors, sur l'objet social de l'entreprise, alors là, je suis tout à fait d'accord avec mon ancien collègue Augustin Landier, que j'admire beaucoup, c'est pas le rôle du législateur
de dire quel est l'objet social de l'entreprise. L'entreprise, elle doit gagner de l'argent. Là, je suis totalement friedmanien. L'entreprise qui perd de l'argent, soit elle vit sur l'argent des contribuables, ou elle fait faillite. Et nous, on aime bien garder un certain nombre de ces entreprises, regardez la SNCF, qui vivent sur le dos du contribuable. Totalement. Et ceci aboutit à un modèle qui n'est pas soutenable. C'est un modèle d'endettement par l'État ad vitam aeternam. Eh bien, il n'y a pas de ad vitam aeternam même pour l'État. Mais le deuxième point sur la question de ESG, donc RSE, ça par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, et je l'associe à la crise de 2008-2009. Le grand pendule idéologique continue à bouger aujourd'hui, mais il révèle, alors c'est pas seulement chez les consommateurs, ni chez les salariés, mais aussi chez les investisseurs, donc ceux qui financent les entreprises, une attention accrue pour les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance qu'il faudrait peut-être pas totalement oublier justement. Si de la part des épargnants, qui soient représentés par leurs fonds de pension, comme le fonds de pension des Norvégiens, ou les grands fonds de pension, en France malheureusement on peut pas en parler puisqu'on n'en a quasiment pas, si les épargnants expriment une préférence, eh bien dans ce cas-là, c'est le marché qui fera que les entreprises chercheront à satisfaire cette préférence. Et dans les travaux faits par Augustin Landier, mais aussi par Marianne Andriès, une chercheuse en finance, on s'aperçoit que les actions qui performent bien, selon les critères RSE, performent aussi à peu près aussi bien, si ce n'est un petit peu mieux. Les statistiques là-dessus ne sont pas totalement décidées, mais en tout cas pas moins bien. Et donc, dans le fond, on peut aligner cette préférence du public exprimée par des institutions ou par des actionnaires ou par des consommateurs et l'entreprise. Mais la dernière chose que je veux dire sur le statut de l'entreprise, c'est que je suis quand même un peu stupéfait qu'au moment où on cherche à consolider le marché unique de l'Union européenne, on parle d'union bancaire, etc., on veut créer un statut spécifique des entreprises en France. Il existe en Angleterre. Mais peut-être, mais eux vont sortir de l'Union européenne. Oui. Mais s'il y a une priorité, c'est d'avoir un statut des entreprises européennes. Il existe, hein. Oui. Il n'a jamais fonctionné, mais il existe, mais comme vous le dites, il est quasiment mort-né. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut insister. Avoir les mêmes statuts qu'une entreprise polonaise, ça va être compliqué. Mais justement, parlons de l'Europe et de la volonté d'agir de manière unie en Europe. Ça va se passer aujourd'hui à Bruxelles. Ce sera opérationnel, annoncé de manière définitive demain au Conseil européen. Et Bruxelles va sortir une arme fiscale contre les GAFA. Alors ça fait des mois et des mois, les OCDE bossent dessus depuis très longtemps, des mois qu'à Bruxelles on cherche la solution qui va réconcilier la substance du business avec la territorialité de l'endroit où ce business a été réalisé pour éviter que l'impôt ne s'évade dans des territoires européens avec des fiscalités clémentes qui seraient l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas ou encore Malte. Et on n'a pas trouvé de solution durable, solide, structurelle. Donc on nous invente, Gaspard Koenig, une taxe à 3% sur le chiffre d'affaires, sur du déclaratif des entreprises concernées, pour les entreprises dites du numérique, qui dépassent 750 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel dans le monde, ou 50 millions de chiffre d'affaires annuel en Europe. Quoi ça rime? C'est dommage parce que moi j'avais une solution. Pardon? Et 50 millions. Et 50 millions, oui, et 50 millions. C'est dommage parce que moi j'avais une solution alternative. Alors, je me permets de l'exposer, même si probablement ça ne servira pas à grand chose, mais peut-être dans les 10 ans. Mais là ils ont beaucoup cherché, ils n'ont pas trouvé l'outil. C'est dommage, ils auraient dû me demander, parce que je vais vous la donner l'assiette. Ah bon. Parce que là le problème c'est qu'ils essayent d'appliquer les modèles du vieux monde, la territorialité, etc., à des entreprises qui n'y sont pas justement. Et donc du coup ça va créer des frictions extrêmement grandes au détriment de l'innovation européenne. Ok. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'elle paye pas d'impôts? Non. Mais en même temps, c'est pas normal. Et je suis désolé, je vais devoir faire un raisonnement en 2 temps, mais nous, on a sorti un rapport important pour la patrimonialité des données personnelles, en disant il faut d'abord instaurer un droit de propriété sur les datas. Ça nous d'ailleurs renvoie à Cambridge Analytica. Quand je dis mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Vos données de géolocalisation, vos données de e-commerce, votre surfing, enfin toutes les datas que vous émettez en permanence, donner un droit de patrimonialité et du coup, contractuellement, permettre aux utilisateurs des plateformes d'être rémunérés pour les contenus qu'ils y postent. Si tant est que la valeur du contenu qu'ils postent est supérieure à la valeur du service rendu, et tout ça devrait se chiffrer dans un marché qui se constituerait à partir, c'est sur le fondement de ces droits de propriété. À partir du moment où vous avez ça, et j'admets que c'est un raisonnement un peu long, mais à partir du moment où vous avez ça, en fait, comment vous prélevez l'impôt? Mais tout simplement par la TVA sur les transactions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des transactions, sur les transactions entre les utilisateurs et les plateformes, c'est propriétaires de leurs données. Pour simplifier, si Facebook vous paye pour le contenu que vous lui fournissez et qu'il utilise et qu'il monétise,
déjà, lui, comme on l'a bien vu. Cette taxe, elle vise ce type de recettes, les recettes de pub qui sont liées aux données. Mais à ce moment-là, mais là je parle de l'utilisateur qui est sur un territoire. Oui. Et à ce moment-là, le revenu qu'il va tirer de ces datas peut être soumis à la TVA, qui sera du coup logiquement et très classiquement payé par l'entreprise concernée. Et donc, j'admets que c'est un raisonnement un peu compliqué, qu'il faut déjà gagner le combat sur la patrimonialité des datas, qui est un combat qui est aujourd'hui mené aux États-Unis et en Europe, et je pense qu'on y arrivera. Mais en même temps, c'est une solution sur le plan fiscal beaucoup plus élégante. Parce que là, la taxe à 3%, elle ne va pas viser Google, Amazon, Facebook, Apple, des centaines de boîtes du numérique. Vous redonnez de l'argent aux utilisateurs, aux gens, et votre taxe, elle est territoriale par définition. Et donc, vous avez rétabli la chaîne de valeur, vous avez remis la chaîne de valeur du numérique sur ses pieds, c'est-à-dire en partant du producteur de la matière première, c'est-à-dire du producteur de la data, et vous prélevez tranquillement votre TVA. Voilà. Dit comme ça a l'air crédible. Après, on en est loin. Pas facile à faire, mais effectivement crédible. Sylvain Aurébi, cette taxe à 3% sur le chiffre d'affaires. Enfin, d'ailleurs, il dit, Moscovici lui-même dit, ouais, c'est faute de mieux, on n'a pas trouvé de meilleur outil. On rêverait d'avoir l'assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés. Moi, les taxes sur le chiffre d'affaires, c'est pas ma tasse de thé, si j'ose dire. Rappelons qu'on peut faire du chiffre d'affaires et être dans le rouge aussi. Oui. Bon, enfin, c'est pas le cas en l'occurrence. Mais enfin, on est en train de se tortiller parce qu'on n'a pas été foutu de faire l'harmonisation fiscale en Europe et parce que les Irlandais et les Luxembourgeois nous balancent des IS ridicules et qu'ils accueillent du coup les Facebook, les Google et autres. Ah mais d'accord, mais c'est un fait. C'est comme le statut de l'entreprise. Il faudrait qu'il y en ait un en Europe. On ne le fait pas, on n'est pas capable de le faire, comme on n'est pas capable de gérer les Irlandais, les Luxembourgeois et autres. Voilà, il faudrait commencer par nettoyer chez soi et imposer cette harmonisation fiscale au minimum sur on n'y arrive sur l'IS. pas. Je sais bien. On essaye de le faire sur l'assiette, même pas les taux, et ça passe pas pour l'instant. Mais j'entends bien. Mais enfin, moi, la taxe sur le chiffre d'affaires, c'est un truc qui, enfin, on commence comme ça, vous voyez comment ça finit. Donc, je suis pas vraiment favorable à ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre solution. La solution de Gaspard est peut-être bonne, elle sera compliquée à mettre en place. On peut toujours essayer. Ça sera peut-être moins compliqué que ce qu'ils essayent de faire. Ça sera, non, c'est pas très compliqué, mais c'est pas très logique. Et puis cette redistribution par pays utilisateur. On ne sait même pas après comment c'est on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais surtout que ça doit rapporter au mieux 8 milliards par an pour l'ensemble de l'Union. Ça sera plutôt 5 milliards. Je rappelle que pour la France, la TVA, c'est 150, 152 par an. Même lecture, Eric Chanet. Écoutez, moi je pense que c'est un coup de pub pour la position française. La France a réussi à ramener derrière elle quelques pays du Sud et l'Allemagne, ce qui est quand même pas totalement négligeable, et que ça n'aboutira strictement à rien, parce que d'un point de vue légal, je ne suis pas un juriste, mais ceci introduit une discrimination entre les entreprises. Pourquoi certaines seraient taxées sur le chiffre d'affaires, d'autres sur les bénéfices? Deuxièmement, c'est catastrophique. Imaginons que Google soit français. Et pourquoi Google n'est pas français? C'est à cause de notre structure fiscale. Parce que c'est pas les cerveaux qui manquaient pour que Google soit français. On n'aurait pas tout à fait la même position. Et donc, je trouve assez extraordinaire qu'on invente une taxe, alors soi-disant sur les GAFA, mais dont le résultat, si elle était mise en œuvre, ce qui ne sera pas le cas, serait d'empêcher qu'il y ait un Google français. Au même moment d'ailleurs où le gouvernement dénonce les tarifs américains sur l'acier. Voilà. Je poserai la question suivante. Lorsqu'un film français a du succès aux États-Unis, est-ce que la position française serait la même? Est-ce qu'elle serait symétrique? Je ne le crois pas. Donc c'est un tel aveu de faiblesse. Non seulement juridiquement c'est impossible, c'est un aveu de faiblesse. Ça empêche a priori ex ante l'émergence de grands joueurs numériques en Europe. Et donc tout ceci, c'est une tempête dans un verre d'eau et qui va se calmer et il n'y aura rien. Mais je vois pas en quoi c'est un coup de com' pour la France. J'ai pas tellement suivi le début de votre raisonnement. Parce qu'il faut l'unanimité, et grâce à l'Irlande, que je soutiens, parce que si on n'avait pas des gens comme les Irlandais, je vous raconte pas, on serait aujourd'hui à des 40% d'imposition sur les sociétés et des... on est à 33, hein, donc c'est pas beaucoup. Oui, on va le baisser à 25. On va le baisser à 25 très progressivement d'après ce que j'ai compris. Assez rapidement quand même. Alors 28 en 2020, enfin bon bref. Et donc oui, donc, il faut l'unanimité. Heureusement qu'il y a cette règle. Si on passait à une règle de la majorité, voire majorité qualifiée, ce qui est encore pire, parce que vous mettez l'Allemagne, la France et l'Italie ensemble, qui sur ces choses-là peuvent être alignés, puisqu'ils n'ont pas de présence numérique importante, eh bien vous écrasez toute l'innovation qui vient plutôt de plus petits pays. Donc vous êtes contre la notion d'harmonisation fiscale? Ah non, sur la base fiscale, je crains que ce soit un petit peu un vœu pieux. Mais il faut absolument avancer sur la base fiscale. L'histoire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Et là, laissez les taux libres, mais l'assiette... Et là, Moscovici a été parfaitement clair. On n'y arrive pas, mais il faut surtout pas abandonner. Il faut le faire bien. C'est horriblement technique.
parce que tous les pays sont différents, les jurisprudences sont différentes, mais c'est la condition de la transparence. Je suis complètement pour la concurrence fiscale entre les États. Sinon, vous laissez faire les États, ils vont sur la base d'une même assiette, sinon il n'y a pas de concurrence. Mais les États, eux, si vous les protégez, s'ils ne sont pas soumis à cette concurrence, regardez, quand on a 55% de dépenses publiques par rapport au PIB, eh bien on n'a qu'une envie, c'est d'augmenter les impôts. La preuve, c'est une idée française de taxer les GAFA. On est très très fort en France pour avoir de nouvelles idées, pour de nouveaux impôts. Bon, j'ai une auditrice, Kate, qui nous remercie pour les diversités d'opinions qu'elle entend. Et puis j'ai un auditeur qui m'a envoyé un tweet fleuve après vos propos sur les produits Monsanto. Ah oui, je m'en doutais. Mais sur Roundup, c'est un scandale. C'est un vrai scandale scientifique, oui. Bon. Excusez-moi. Je reste avec vous et on va essayer d'aller vite d'aller vite, on a quand même 10 minutes 20. La crise de Facebook. Alors, je vais vous rappeler brièvement les éléments. Facebook recule très sensiblement en bourse compte tenu du poids de la valorisation de Facebook, avec des montants très importants de valorisation perdus, à la suite d'accusations qui proviennent des médias américains et qui portent sur une société britannique, Cambridge Analytica, qui est accusée, cette société, avec la complicité ou pas la complicité. Facebook dit qu'ils ont été bernés et que c'est un scandale, mais en tout cas, on ne sait pas quel rôle ils ont joué précisément. Bref, pendant la campagne aux États-Unis, grâce à Facebook, cette entreprise réussit à mettre la main sur les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook et va réussir à analyser ceux qui auraient plutôt une tendance Clinton ou plutôt une tendance Trump. Et ceux qui auraient une tendance Clinton, on va essayer au moins de les abreuver d'un maximum d'éléments pour les faire changer d'avis. Voilà. Et Facebook dit: j'ai été trompé. Comment vous regardez cette histoire, Éric Chanet? Est-ce que c'est une véritable crise de modèle économique? Car on a eu quand même des effets sur les marchés qui ont touché d'autres valeurs que Facebook, mais des valeurs du web. Hein. Oui, je pense que c'est une question existentielle pour Facebook. Mais je crois qu'il faut revenir sur l'histoire elle-même. L'histoire elle-même, d'abord, rendons hommage à deux journalistes, une journaliste anglaise, Observer. C'est vrai que c'est les premiers à tirer. Elle a un nom quasiment imprononçable parce qu'elle est galloise. Donc je l'ai écrit, c'est Carol Cadwalladr. Et c'est elle qui, dès mai 2017, a commencé... comme ça. Vous êtes gallois? Non, mais je sais que le double L en gallois se prononce pas comme ça. On en reparlera. Bien, faudra lui demander. Qui, dès mai 2017, a commencé à tirer le fil de Cambridge Analytica. Et voilà ce qu'on a découvert. D'abord, c'est que c'est un milliardaire américain, très connu dans le milieu des hedge funds, Robert Mercer, qui a fondé Renaissance Capital, le hedge fund le plus extraordinaire qui ait jamais existé, des mathématiciens, qui a financé la campagne de Trump et qui a financé Cambridge Analytica. À l'origine, un chercheur en économie comportementale de l'université de Cambridge a demandé à Facebook des données pour pouvoir travailler. Et ces données ont été subtilisées par des gens qui ont travaillé avec lui, de Cambridge Analytica. Quand Mercer a compris ça, il l'a financé. Alors c'est pas tellement pour la campagne Trump, c'est surtout pour la campagne Brexit. Et c'est pour ça qu'en Angleterre, aujourd'hui, le débat est devenu extrêmement houleux parce qu'on a quasiment la preuve. Et ce fil va de Robert Mercer, donc le milliardaire américain, qui a immédiatement embauché Bannon, comme on s'en souvient. Bannon est venu en Angleterre pour faire la campagne pour le Brexit. Maintenant, les Anglais s'aperçoivent que leur vote a été manipulé. Alors, il a été manipulé par des gens super intelligents, super astucieux, c'est l'intelligence artificielle, etc. Là-dedans, Facebook a été naïf. Ils ont donné accès à des données pour la recherche, ce qui est très bien. Ces données n'étaient pas anonymisées. Et c'est ça le point essentiel. Et là, on va revenir sur le point que Gaspard Koenig faisait, c'était la propriété des données. On doit pouvoir travailler sur les données. C'est critique pour le développement de l'intelligence artificielle en Europe. Il faut pouvoir travailler sur toutes les données. Pensons par exemple aux données de santé. Mais il faut qu'elles puissent être anonymisées. Il ne faut pas qu'on puisse remonter aux individus. Mais pour moi, quand même, il y a un point qui est essentiel, c'est qu'on a maintenant quasiment la preuve, avec le fil, le financement, que deux des votes les plus importants, donc l'élection de Trump, le vote Brexit en Europe, les Russes s'en sont beaucoup mêlés, mais il y a derrière l'utilisation des données, de l'intelligence artificielle et l'argent de M. Mercer. Une bonne façon de faire sauter le Brexit. Très grosse affaire. Non. Très grosse affaire. Alors après, je ne sais pas quelles seront les conséquences, jusqu'où ça va aller. Gaspard Koenig, comment vous regardez cette bataille des données qui est finalement sacrément engagée depuis pas mal de temps? Effectivement, comme Eric le disait, on est au cœur du sujet que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire à qui appartiennent les données personnelles et
selon quels critères puis-je décider ou non de les céder et à qui? Alors aujourd'hui, la régulation européenne, que j'approuve complètement, d'ailleurs, le RGPD, va dans le sens effectivement d'une clarification. Je rappelle que c'est l'ensemble de la réglementation autour des données qui est actuellement à l'étude. Mais ce que je trouve intéressant dans l'étude qui va entrer en vigueur. Mais ce que je trouve intéressant, pour pas complètement obséder avec la patrimonialité, dans le cas de Facebook, c'est que ils expliquent que ces données ont été données, si je puis dire, aux premiers chercheurs, tout à fait légalement. Parce que quand vous cliquez sur les terms and conditions que vous ne lisez pas, que vous ne comprenez pas, et que de toute façon vous n'avez pas la possibilité de négocier parce que vous en cliquez, selon Carnegie Mellon, 1700 par an, donc qui représenterait, je sais plus, 60 jours de lecture. C'est un truc, c'est complètement léonin qu'on y en droit. C'est des contrats inapplicables. C'est pas des contrats d'ailleurs, puisque vous n'échangez pas de propriété. Donc c'est simplement un consentement à. Et donc vous consentez à tout un nombre de choses dont vous n'avez absolument aucune idée. Quand sur LinkedIn, c'est un des plus universels. Donc quand vous allez sur LinkedIn, vous consentez absolument à tout, à ce que LinkedIn fasse absolument n'importe quoi de vos données, les vende, les monétise, les redispatche, les donne à la recherche, pas à la recherche. N'importe quoi. Sur Facebook, le jour où ils avaient manipulé, vous vous en souvenez, les émotions de leurs propres utilisateurs à des fins de recherche, également, où il y avait 700 000 personnes qui avaient vu apparaître des posts plus négatifs pour montrer que du coup ça influait sur leur comportement. Facebook s'était justifié en disant mais j'en avais le droit. Ils avaient cliqué. Ils avaient bien signé ce petit papier comme quoi j'avais le droit de faire de la recherche avec leurs données. Et donc c'est bien ça le problème, c'est qu'on consent aujourd'hui à l'utilisation de données sans du tout comprendre ce à quoi on s'engage et que effectivement après via toutes sortes de moyens, c'est pas seulement Cambridge Analytica, vous pouvez faire la même chose sur la pub, sur tout ça, ça vous enferme dans ce que les sociologues ont appelé la filter bubble, la bulle du filtre, c'est-à-dire que vous n'entendez que ce que vous voulez entendre, vous ne voyez que ce que vous voulez voir et ça renforce vos convictions et donc ça contribue à cette segmentation de la vie politique et sociale et à la polarisation politique. Voilà. Et donc une manière de reprendre le contrôle, c'est bien sûr les règles et obligations qui vont être énoncées aujourd'hui par l'Europe, mais c'est aussi le droit de propriété qui a été fait pour ça. Voilà. Oui, je pense que... Alors on revient à cet objet social de l'entreprise, à la déontologie qui doit entourer les décisions d'entreprise, à la RSE, et Facebook entre de plein pied dans la vraie vie. C'est-à-dire que les gens comme les grands de l'alimentaire vivent des scandales alimentaires. Il y a une sécurité alimentaire qui est obligatoire aujourd'hui, qui il y a 20 ans n'existait pas. Vous pouviez vendre à peu près n'importe quoi. Et d'ailleurs, on a vendu à peu près n'importe quoi. Et de la même façon qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vendre n'importe quoi, que vous êtes obligé de faire du bio, vous êtes obligé de tracer tous les éléments que vous mettez dans les aliments. De la même façon, Facebook est entré hier dans ce processus de devoir se justifier de tout ce qu'il fait avec ses données, ces ingrédients qu'il met dans ses aliments. Il va être obligé de se justifier. C'est une crise comme une crise alimentaire que vit Facebook aujourd'hui. Et elle aura les mêmes effets. Regardez ce qui s'est passé dans l'alimentation depuis 10 ans et vous allez voir ce qui va se passer sur Facebook dans les 10 ans qui viennent. Dans l'année qui vient même, tellement ça va aller vite. C'est quelque chose... Ils sont dans la vraie vie, ils ne sont plus virtuels. On leur explique aujourd'hui que c'est plus la virtualité, c'est la réalité. Et ça, c'est le grand enseignement de cette crise Facebook. Ça fait crise grave, parce qu'il y a quand même la commission parlementaire britannique qui demande à voir Mark Zuckerberg, idem de la part du Parlement européen. Il y a une enquête ouverte par les procureurs de New York et du Massachusetts. On est quand même dans la vraie vie. Moi, je considère que justement, c'est un bon argument contre la RSE, puisque quand même, c'est Facebook le premier qui, depuis des années, nous enfume avec l'éthique, la manière dont on protège les données des utilisateurs et tout ça. Moi, je suis désolé, un bon libéral, je crois au droit. C'est au droit de régler cette affaire, au droit de propriété en l'occurrence. C'est à l'État de fixer les règles. Quand on parle d'environnement, c'est pas aux entreprises de faire le bien, c'est à l'État de faire une taxe carbone, par exemple. Et aujourd'hui, le fait de leur donner toutes ces aides, de les responsabiliser avec de la RSE montre aussi l'échec des politiques publiques à gérer le social et l'environnemental. Et c'est pareil sur Facebook. On va pas dire Facebook s'autorégule. Comme de même que je ne considère pas que c'est à Facebook de régler les problèmes de la liberté d'expression et de réinventer le premier amendement américain en disant voyons donc quel poste je vais supprimer au nom de la bienséance, la lutte contre le terrorisme, l'égalité des sexes, etc. C'est à la loi de le faire. Ou alors il y a plus de démocratie et c'est uniquement on est tous des citoyens des entreprises. Et moi je préfère encore être régulé par l'État que par Facebook ou Danone. Voilà. Pendant ce temps, on a l'Union européenne qui va montrer les muscles, mais ça va être un peu Popeye sans les épinards avec la taxe à 3% sur le chiffre d'affaires. Ça va aller loin, vous croyez, Eric Chanet, cette crise de Facebook? Elle est un peu existentielle. C'est un peu une crise de modèle qui est posée derrière. Moi, je pense que c'est extrêmement sérieux. Soit Mark Zuckerberg et le management de Facebook comprend
que le risque est existentiel. Je crois qu'ils ont compris là. Leur réaction est de dire on a besoin de meilleurs logiciels, on a besoin de plus d'intelligence artificielle. Très bien. Mais c'est sur le fond. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment totalement compris. Parce que lorsque les données permettent de modifier des votes à l'avance et de les faire modifier, c'est la plutocratie, par ceux qui ont les moyens financiers de le faire. Je répète, le rôle de Robert Mercer est essentiel là-dedans. Eh bien, on risque de disparaître. Ce qui peut se passer, parce que là, les voix s'élèvent depuis assez longtemps, que ce soit pour Google, que ce soit pour Facebook, c'est qu'on se dise, dans le fond, c'est devenu des services publics, qu'il faut qu'ils soient réglementés. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de gouvernement mondial pour le faire. Mais c'est aux États-Unis que cette idée commence à prendre une certaine ampleur. Je ne sais pas si on arrivera à ça, mais pour moi, c'est absolument crucial. Le démantèlement de Google, le démantèlement de Facebook, qui sont des idées qui ont été mises dans le débat à plusieurs reprises, qui nous rappellent des faits anciens qui se sont déjà produits. Ça commence à devenir des choses crédibles. Alors, là, ce sera le mot de la fin, on a fini, mais allez-y. Google a quand même un quasi-monopole, mais rien n'interdit d'utiliser d'autres moteurs de recherche. Moi, j'utilise DuckDuckGo. DuckDuckGo, par exemple. Et les choses sont un petit peu biaisées au sens où Google accumule des données et donc rend des services qui sont toujours meilleurs. Et donc le consommateur y trouve son avantage jusqu'au jour où le consommateur considère que mais ce qu'on fait de mes données, je ne le maîtrise pas. Ouais. Et donc il y a vraiment un problème sur ces quasi-monopoles. Et on a vu, l'histoire a déjà tranché là-dessus, lorsqu'un monopole devient trop puissant par rapport à un État, l'État a quand même une main plus lourde. On a terminé. C'est par principe que vous évitez Google, Gaspard Koenig? Par principe Non, mais ceci parce que vous savez, Google... C'est vraiment peu, c'est fini, mais... C'est surtout parce que Google vous propose des résultats basés sur votre historique de recherche. Et que j'ai constaté pour moi-même que du coup, je ne trouvais que des articles qui allaient dans mon sens, voire je trouvais mes propres articles. Quand je tapais quelque chose. Donc si je veux avoir un renseignement, j'ai ce que j'ai moi-même écrit dessus. Donc autant dire que je suis... Il n'y a pas moyen d'éviter ça en débarrassant de tous ces cookies et toutes ces... DuckDuckGo ne prend pas en compte l'historique de vos recherches passées et donc vous offre ce qu'il y a de plus objectif, c'est-à-dire le consensus de l'ensemble de ses utilisateurs sur l'ensemble des recherches. Aussi, ou Quant, absolument. Oui. Je trouve moins pratique d'usage. C'était Éric Chanet, Gaspard Koenig et Sylvain Aurébi. On se retrouve demain à 9h.